8 mai 1927, Le Bourget, 5 heures du matin. 13 jours avant l'arrivée triomphale de Charles Lindbergh, Charles Ningesser et François Colly veulent être les premiers à relier Paris à New York sans escale. Leur avion s'appelle l'Oiseau Blanc. Le tout Paris est venu assister au décollage. Il y a là Joséphine Baker, Daladier, Maurice Chevalier. Un dernier massage, une piqûre de caféine. Ningesser jette la radio et vide 200 litres d'essence au dernier moment pour gagner du poids. Personne ne sait si l'avion, à pleine charge, peut décoller. Des ambulances prennent place en bout de piste. Ruiné, Ningesser balance cette dernière pièce aux spectateurs. On part sans un sou, mais on va jouer notre peau, et si les Américains nous demandent nos passeports, je fais demi-tour. Colly ajoute, on part allégé de tout, même d'argent. Au loin, l'incendie d'une usine de caoutchouc lance vers le ciel bas des lueurs de fin du monde. Monsieur Dollfus, président de l'Aéroclub de France, assiste au décollage. Ça s'est bien passé, le décollage? Très bien. Le décollage était impressionnant, mais admirable. L'avion a roulé environ 600 mètres. Il a décollé légèrement, a retouché sans violence, et à ce moment-là, il a rebondi et il a décollé. On ne reverra plus Ningesser et Colly. Depuis plus de 80 ans, l'Oiseau Blanc reste l'objet de recherches passionnées. L'Oiseau Blanc is the most historically important lost aircraft in history. Il fallait passer avant les Américains. La guerre aérienne franco-américaine était déjà née. Airbus, Boeing, c'était déjà l'époque. Eh bien, il fallait y aller et on a pris les risques, beaucoup trop de risques. Gonesse, 6h21, l'Oiseau Blanc largue son train d'atterrissage pour gagner du poids. Cap sur New York. Émile Salé, caméraman des actualités télévisées, accompagné dans un Samson, l'Oiseau Blanc jusqu'à la mer. Émile Salé, c'est à peu près par ici que vous avez rejoint l'Oiseau Blanc? Oui, c'est dans ces parages-là, oui. Au-dessus des bureaux, là, du terrain? Oui, à peu près, oui. L'avion semblait avoir une ligne de vol normale. Toujours la queue basse, hein. Charles Ningesser, en se battant aux commandes de l'Oiseau Blanc, s'éloigne de sa ville natale. Il est né à Paris le 15 mars 1892. Son père était boucher à Saint-Mandé, sa mère, une aristocrate. Quand il eut 10 ans, ses parents se séparèrent et Charles sera élevé à Valenciennes, chez sa mère. L'ombre d'un père autoritaire et exigeant planera sur le destin du jeune homme. Très tôt, il se passionna pour l'aviation. À 20 ans, Ningesser fonda une société de construction aéronautique. Son associé disparaîtra avec la caisse. Charles dira plus tard, « Le premier vol que j'ai réussi fut celui de mes économies. » En 1912, couvert de dettes, il fuit vers l'Argentine à la recherche d'un oncle éloigné. « Chère maman, ne montre mes lettres à personne. Brûle-les aussitôt lues. Il n'a qu'à dire que je suis parti quelques mois en Amérique et qu'aussitôt à mon retour, je réglerai mes dettes. Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent rien te faire. » À Buenos Aires, il enchaîna 1000 petits métiers. Comédien, coureur cycliste, mécanicien. Tête brûlée, il devint finalement pilote de course. Un jour, sur un aérodrome argentin, il fut fasciné par l'atterrissage d'un avion. Je regarde comment le pilote s'y prend. Je m'aperçois qu'il a laissé tourner son moulin. Je grimpe dans le zinc. Je pousse la manette. Pas moyen de marcher droit. Derrière moi, j'entends gueuler en espagnol. Je mets toute la gomme et je tire sur le manche. Tu parles d'un cabré. J'ai tout de suite rendu la main et pour finir, j'ai fait un atterrissage de cochon. Il y a toujours cette ambiguïté du surdoué qui tout d'un coup, parce que ça lui est tombé du ciel,
est tombé dans un avion, a démarré et est revenu se poser tout seul. Se poser à l'époque, c'était quand même pas évident. On cassait du bois, mais on cassait du bois, on cassait pas tout. Et finalement, la vraie aviation, c'est peut-être celle-là. Étretat, 6h45. L'Oiseau Blanc s'engage au-dessus de la Manche, accompagné des avions de la presse. Jusqu'où les avez-vous accompagnés? Oh, vous savez, ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Hein. Vous avez quand même été au large? Ah, au large, nous étions au large. Et vous Et puis à un moment donné, la brume épaisse à la surface de la mer et le ciel étaient rigoureusement semblables. Alors nous avons décroché à droite, de façon à ne pas provoquer l'accident, évidemment. L'Oiseau Blanc s'éloigne vers l'Atlantique, que Ningesser avait déjà franchi en bateau pour revenir d'Argentine, quand il avait appris la déclaration de guerre de 1914. Mobilisé dans les hussards, il s'empara d'une voiture de l'état-major allemand et la ramena à travers les lignes ennemies. La voiture contenait des plans secrets. C'était une morse. Et là, on dit que c'est le général lui-même qui fait le jeu de mots. Tu es hussard, c'est une morse, tu seras le hussard de la morse. Qu'on a transformé, bien sûr, en hussard de la mort. Et c'est à partir de là que Ningesser va créer son emblème que l'on va voir sur tous ces avions. Un cercueil, 2 chandeliers et une tête de mort, le tout sur un cœur noir. Grâce à cet exploit, Ningesser a obtenu d'être muté dans l'aviation. Il réalisait enfin son rêve, voler. Ils avaient toujours un flingue sur eux. Pourquoi ils avaient un flingue? C'était pas tant pour tirer, ils tiraient au début de la guerre. Mais c'était surtout, si l'avion était en feu, ils se suicidaient avant d'arriver au sol, de peur de mourir dans la souffrance et dans les brûlures. Donc, un jour, sa mitrailleuse s'est enrayée, il s'est servi de son flingue pour tirer, pour essayer quand même, avec acharnement, d'avoir son adversaire. Je me rapproche en cabrant. Je lâche les commandes et je tire mes 24 dernières balles. Le pilote est tué. L'appareil tombe comme une pierre. Je l'évite de justesse. J'ai une vision atroce que je n'oublierai jamais. L'observateur, tête en bas, se cramponne désespérément à la tourelle de la mitrailleuse, qui finit par céder et tombe dans le vide. Et puis aussi incontrôlable, incontrôlé. Eh bien, il arrive, comme d'habitude et comme beaucoup de pilotes à l'époque, faire une démonstration, notamment pour les fantassins. Eh bien, il faisait des loopings jusqu'à ce qu'un de ses supérieurs lui dise « Mon pote, tu ferais mieux de faire ça au-dessus des lignes ennemies. » Ni une ni deux, il est remonté dans son avion, il a été faire ça là-bas, au-dessus des Allemands. Il est revenu sans avoir été descendu, il a été mis aux arrêts. Voilà, c'était un petit peu le genre de personnage un peu fantasque, issu de la guerre de 14, où il n'y en a pas beaucoup qui survivaient. Rien ne l'arrêtait. Au cœur du conflit, pour aller voir sa mère restée en zone occupée, Charles atterrit dans son jardin derrière les lignes ennemies pour déjeuner avec elle. Couvert de médailles, sa tête fut mise à prix par les Allemands. À Paris, on se le disputait dans les grands dîners. Les femmes l'adoraient. Au sommet de sa gloire, il s'écrasa au cours d'un vol d'essai. Les jambes fracturées, le palais défoncé par le manche à balai, on le donnait pour mort. Pourtant, 2 mois plus tard, il se faisait hisser dans son avion où il ne pouvait se servir que d'un pied. Je vais faire un vol pour voir si ça gaze encore. Je suis curieux de savoir si je peux faire un looping avec la jambe dans cet état. Quelques minutes plus tard, il enchaînait les acrobaties sous les yeux ébahis de ses camarades. Charles déchira sa réforme et réintégra son escadrille. Un soir, il fut pris en chasse par un nouvel avion allemand, plus maniable, plus rapide que le sien. Sa virtuosité ne suffit pas à se sortir de la ligne de feu de son ennemi. Blessé dans son orgueil, il atterrit, préférant mourir au sol, s'offrant aux balles de son adversaire. L'Allemand, qui avait reconnu son blason, se contenta de le survoler en le saluant, obéissant au code d'honneur des pilotes. À la fin de la Grande Guerre, Ningesser, l'homme aux 100 victoires,
a reçu le titre d'As des As. Son nom faisait la une des journaux qui, des années plus tard, couvriront largement l'expédition de l'Oiseau Blanc. 7h15, près de Portland. Le sous-marin britannique H-50 signale le passage de l'Oiseau Blanc en direction des côtes anglaises. « 10h50, Kilrush, Irlande. Le jeune Henry Glynn a 8 ans. Son père, un agent de la Lloyds qui s'était passionné pour la tentative de Ningesser et Collie, l'emmena ce jour-là sur les falaises de Kilkee pour attendre le passage de l'Oiseau Blanc. Il se rappelle parfaitement avoir vu l'avion se dirigeant vers la côte atlantique et a longuement suivi des yeux le héros de la Première Guerre mondiale qui s'éloignait dans la brume. À la fin du conflit, Ningesser acheta un hôtel particulier au rond-point des Champs-Élysées. Il menait la grande vie. Le prince de Galles lui offrit une Rolls. Dans la folie des nuits parisiennes, il rencontra une jeune milliardaire américaine, Consuelo Hatmayer. Il créa une école de pilotage à Orly, mais Charles n'était ni un bon politique, ni un bon gestionnaire. L'école fit faillite en mai 1922. La France des années 20 se désintéressait de ses héros. À nouveau ruiné, Charles vendit sa Rolls. Un majordome la lui rapporta. On ne vend pas les cadeaux du roi. En 1923, contre l'avis de leurs familles respectives, Charles Ningesser épousa Consuelo Hatmayer. Certains considéraient cette union comme un mariage d'argent, mais Charles était fou amoureux. Jamais, pourtant couvert de dettes, il ne demandera un centime à sa femme, même pour réaliser son rêve, la traversée de l'Atlantique. Consuelo est folle d'inquiétude au soir du 8 mai 1927. L'Oiseau Blanc est quelque part au-dessus de l'océan. La France retient son souffle. Le lendemain, les journaux du soir annoncent l'arrivée triomphale de Ningesser et Collie à New York. Paris fête l'événement. Lorsque votre journal a publié ce titre assez incroyable, vous étiez de service? J'étais de service. Le titre n'était d'ailleurs pas incroyable, il était à la mesure de l'événement. D'accord, comment ça s'est passé? Lorsque j'ai reçu la dépêche... C'est vous qui avez reçu la dépêche? C'est moi qui ai reçu la dépêche annonçant l'arrivée au-dessus des côtes américaines de l'Oiseau Blanc de Ningesser et Collie. Bon, vous l'avez communiqué à qui? Enfin, comment ça s'est passé? J'avais personne, j'étais seul. C'est donc vous le responsable de ce titre? Je suis l'homme qui a collé la dépêche, qui a fait son métier de journaliste et qui l'a envoyé à l'imprimerie. Et vous n'auriez pas pu, je sais pas, chercher à contrôler l'origine de cette dépêche? Il n'y avait pas de contrôle possible. D'abord parce que cette dépêche, on l'attendait, tout le monde l'attendait. Non, mais alors tous les détails qui ont suivi, et cette foule en liesse qui accueille les deux héros, Kike et autres, il n'y avait pas un mot de vrai? Mais tout ça était dans la dépêche reçue. Cette dépêche qui était, on l'a su après, un faux billet de banque, si vous voulez. La publication de cette fausse nouvelle indigne la population parisienne. Le journal La Presse est mis à sac par ses lecteurs furieux. Il faut en effet se rendre à l'évidence. L'Oiseau Blanc a disparu. Jamais il n'arrivera à New York, que Charles avait découvert avec Consuelo en 1925. Lâché par la France, Charles avait accepté la proposition de l'American Legion de reconstituer aux États-Unis ses combats de la guerre au cours de shows aériens. Il constitua une équipe avec ses anciens compagnons Weiss et Bello.
Il va faire traverser à l'Atlantique 2 de ses avions, un Henriot et un Nieuport, sur lesquels il a combattu, qui sont toujours d'ailleurs actuellement aux États-Unis, et avec lesquels il se produit. C'est-à-dire que le réalisme est total. On a le vrai Nagesser, on a ses avions, et lui, avec un brio extraordinaire, il fait ses acrobaties, il mime ses combats, et le public en redemande. En rodant son show, Nagesser rencontra un producteur de cinéma d'Hollywood qui lui proposa de jouer son propre rôle dans un film de guerre. The Sky Raider sortira en 1925. Charles Nungesser used this aircraft in the movie Sky Raiders in 1925, and he did some barnstorming and ribbon cutting, and flew these planes for large crowds all about the country, and they would travel about in the flying circus. Il faisait des shows en tant que pilote extraordinaire, de virtuose du pilotage, mais non pas en tant que cascadeur un peu fou pour détruire les avions. Et ces pilotes étaient un peu des aventuriers parce que, en particulier d'ailleurs aux États-Unis où on faisait du show aérien, mais on cassait des avions, on partait en vrille, on se mettait des matelas autour de soi et on écrasait l'avion par terre. À l'apogée de sa gloire américaine, Charles Nagesser envoya un scénario à Charlie Chaplin qui lui répondit « J'en ai conclu qu'un film dont vous seriez la star pourrait remporter un succès retentissant aux États-Unis et dans le reste du monde. » Les Flying Circus remportèrent un véritable triomphe à travers les États-Unis. Nagesser utilisait des mitraillettes, faisait jaillir de la fumée des avions. L'illusion était parfaite. So one day he was at the airport and it was very bad weather. And so the people were packing up their clothing and their things and they were getting ready to leave. He walked out and he climbed into the airplane and they started the plane up and he took off. So he went up in the air and he did a couple of rondelles and a couple of loops and then he turned down and he went right on through the barn. And he come out the other side of the barn and people were staying there even in the bad weather. They were clapping their hands because Charles was putting on a show for them. Le couple Charles et Consuelo faisait la une des magazines People. Nagesser menait à nouveau une vie mondaine. Le galeriste d'art René Guimpel, qu'il avait rencontré lors d'un dîner chez Henry Ford, l'a mentionné dans ses mémoires. Aujourd'hui, Nagesser ne pense qu'à monopoliser sa gloire. Il sort sa photographie avec une quinzaine de médailles et dit « C'est ainsi qu'on me montre en couleur au cinéma. L'effet est prodigieux. Je suis devenu un très bon acteur de ciné. J'aimerais que vous me voyiez avec mon phare. » Il est loin d'être antipathique, c'est un gentil garçon, très Rabelais, la tête lourde, avec des yeux juste lavés au bleu du ciel. Cet homme sait mourir, et il ne sait pas vivre. Alors qu'on espère toujours les retrouver vivants, des recherches sont entreprises des deux côtés de l'océan dès le lundi 9 mai 1927. Et ils sont perdus dans la Manche. Très rapidement Très rapidement, peu après s'être engagé sur l'eau, étant donné que la Manche était complètement couverte de brume jusqu'à l'eau, et que Nagesser, malheureusement, ne connaissait pas le pilotage sans visibilité. Pour moi, n'est-ce pas, ils sont arrivés jusqu'à Terre-Neuve. Ils voulaient arriver à Terre-Neuve. Je pense qu'après, ils ont été pris dans la tempête de neige, et ils se sont écrasés dans les plaines désertiques du Canada. On peut supposer qu'ils ont été jusqu'au Labrador, on peut supposer toutes sortes de choses. Mais enfin, on peut en tout cas affirmer, je crois sans se tromper de trop, qu'ils ont certainement franchi la Manche et passé sur l'Angleterre. Car s'ils s'étaient tombés en Manche, vraiment, il était extrêmement surprenant que d'un avion en bois avec coque, comme il est construit, avec une voilure importante, on n'ait pas retrouvé un morceau de toile, un morceau de longeron, un morceau de queue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences, à la fois dans les témoignages, à la fois
dans les non-dits, on avait tellement envie qu'ils réussissent qu'il y a une grosse déception et on s'est débarrassé de la chose en disant bon, ils sont tombés peut-être pas très loin de la France ou de l'Irlande. On n'a pas mené les enquêtes policières comme il aurait fallu les mener, encore qu'il y en a eu localement, puisqu'on a retrouvé quand même des témoignages écrits. Eh bien, c'est vrai qu'on s'est débarrassé du problème un tout petit peu rapidement, effacé aussi par la traversée de Lindbergh. D'un titre à l'autre, le lecteur est ballotté. Le mystère demeure entier. Mais que s'est-il passé? Lundi 9 mai 1927, 9 h du matin, M. James Pendle, habitant Harbour Grace, voit passer un avion survolant la baie à basse altitude. And it was flying to the south, and another party, Mrs. Kelly over here on the south side of Harbour Grace, saw the aircraft. First she thought it was a couple of birds, and then she realized it was an aircraft, and she was on the south side of Harbour Grace. And the space between the witnesses and the times that they heard them matched the known speed of l'Oiseau Blanc. L'Oiseau Blanc a peut-être rencontré une dépression qui l'a obligé à se dérouter. En arrivant au-dessus de Terre-Neuve, les deux aviateurs savent qu'ils n'auront pas assez de carburant pour atteindre New York. Quelle décision prennent-ils? Terre-Neuve est très connue pour les conditions météo très difficiles, très particulière. Donc, s'il est arrivé, ce qui est probable, ce qui est possible en tous les cas, eh bien, il n'a plus d'essence pour continuer, les vents contraires, il fait le tour pour essayer de s'y retrouver. Le plus simple pour lui, c'est quand même se poser sur l'eau, ce qui était prévu, le plus près possible des côtes. Lundi 9 mai 1927, 9 h 30 du matin, Sainte-Mary's Bay. A gentleman, Mr. Daly, was working on the high ground in his field when he saw an aircraft across the bay going towards the west. And he said that he saw the airplane trailing smoke. He thought it was an airplane on fire. An airplane on fire does not trail white smoke. It trails black smoke. If he saw white smoke, what he was seeing was steam from a failure in the coolant system. At that point, the airplane must land. Well, if the airplane was where the man said it was in an area where there are many small ponds. The problem is that those ponds are very shallow with big rocks in the bottoms. So if they did try to land on a pond, they might very well hit big rocks and crash. We did find in the archive in Newfoundland that a man by the name of Patsy Judge, local person, did report to the authorities in Newfoundland in 1949 that there was airplane wreckage in this pond. But we went to the pond and we found a piece of metal. And we took samples of the paint and sent them to the Musée de l'Air at Le Bourget, and they compared it to the paint on the landing gear of the Oiseau Blanc. And it was the same type of paint. So we then searched all around the pond, and in the pond near the island, we did it in the winter on the ice with electromagnetic devices. Then we went back with divers. We did a tremendous amount of work there. There is no wreckage in that part of the pond or in the immediate area around the pond. I think that engine is somewhere near that pond. So if possible, we will go back and continue the search. I still hope to find l'Oiseau Blanc. Deux ans avant le départ de l'Oiseau Blanc, Charles se posa sur une plaine désertique du Wyoming. Un chef indien le vit débarquer avec son spectacle aérien et refusa toute discussion. Ils étaient sur son territoire
et il ne permettrait pas l'organisation d'un flying circus sur ces terres. À moins que Charles ne monte sur un de ces poneys sauvages qu'il venait de capturer. Ningesser ne se dégonfla pas. Après quelques sauts désordonnés, l'animal se calma. Charles revint au petit trot près du chef et lui proposa de l'emmener dans les airs. L'Indien hésita, puis ôta sa coiffe de plumes et monta dans l'avion pour survoler la réserve. Ce chef s'appelait Oiseau Blanc. Si les villes du Grand Ouest réservaient à Charles un accueil triomphal, sa femme Consuelo s'ennuyait dans cette Amérique profonde. Dans le Montana, au cours d'un convoyage entre deux villes, l'avion dans lequel Consuelo avait pris place avec Bello fut attaqué par un aigle. Le pilote dut lâcher les commandes pour se protéger le visage. Il était à deux doigts de perdre le contrôle de son appareil, lorsque Ningesser, qui volait à leur côté, se rapprocha en piqué, tira, abattant le rapace d'un coup de revolver. Quoi qu'il en soit de la véracité de ses exploits, Ningesser ne les démentit jamais, et les journaux s'en donnaient à cœur joie. Mais la gloire se mêla d'amertume, et Charles confia à ses équipiers Weiss et Bello un sentiment de malaise. En mimant dans le ciel américain des combats qui avaient coûté la vie à beaucoup de ses compagnons, Ningesser avait l'impression de les trahir. Un jour, l'un des organisateurs lui demanda s'il pouvait tirer à balles réelles. Charles refusa avec violence et annula le spectacle. Et puis Charles avait entendu parler du milliardaire Orteig, qui promettait 25 000 $ au premier homme qui survolerait l'Atlantique. Consuelo se laissa convaincre par ses parents de rentrer à New York. Ningesser ne comprit pas cette séparation. Toujours amoureux, il écrivit à sa mère « Si elle revient, je veux qu'elle revienne parce qu'elle aura envie de me revoir et non pour autre chose. Je voudrais lui donner des millions et elle n'aura que mon amour. Puisse-t-elle ne jamais avoir à souffrir pour comprendre la valeur de ce mot. » Pourtant, ce soir du 9 mai 27, Consuelo ne cache pas son chagrin. Elle lancera ses propres recherches pour retrouver Charles. L'Oiseau Blanc a-t-il mis cap au sud pour amérir dans un port en eau française? « 9 mai 1927. Tôt le matin, Monsieur le Chevalier, pêcheur à Saint-Pierre, fait le témoignage suivant. Le 9 mai, je pars en pêche. Je faisais la pêche tout seul, alors que mes camarades pêcheurs, armés à Doris, à deux. Il y a une brume intense, épaisse, et le calme est blanc. Vers 9 h le matin, j'entends un bourdonnement. Et alors ce ronronnement s'amplifie assez rapidement. Et il est suivi d'un choc, quelque chose de terrible qui tombe dans l'eau. Mon chien se met à hurler à la mort. Cette hypothèse d'une disparition de l'Oiseau Blanc à Saint-Pierre, avancée dans le rapport de Clément Meunier, ingénieur de l'aviation civile, a été développée par Bernard Decrès, qui s'est passionné pour le mystère de l'Oiseau Blanc. S'il fallait résumer en peu de choses les vrais éléments crédibles, en fait, quelque chose de solide pour faire cette enquête, je dirais que quand même les 13 ou 14 ont dit, ou des gens qui ont entendu ou vu à Terre-Neuve, là-dedans vous en enlevez la moitié, mais il en reste la moitié. Donc on sait qu'ils sont passés quand même sur Terre-Neuve. Parce qu'on les a vus entre des nuages, des stratus, qui étaient au sud de la presqu'île de Burin. Donc ils passent de nuage en nuage, ils arrivent ici, ils sont obligés de se poser sur l'eau. Car c'est un avion marinisé, ils doivent être près d'un port, en eau calme, et ensuite se faire tirer par un bateau. Donc il n'y avait qu'un seul port, c'était Saint-Pierre. Point 1. Deuxièmement, je crois quand même beaucoup au dire de Monsieur le Chevalier et de son Labrador. On a vu ses voisins pour dire, est-ce que Monsieur le Chevalier est un homme crédible? On m'a dit, mais ça, plusieurs fois on nous l'a dit, quand il disait quelque chose, vous pouvez être sûr que c'était bien. C'était vrai. Pourtant, les archives de Météo France notent un temps dégagé pour ce matin du 9 mai 1927, en contradiction avec les affirmations de Monsieur le Chevalier.
tôt le matin, le 9, on a un ciel clair, on n'a plus de nuages du tout dans la journée du 9, avec des vents de nord-ouest, assez forts qui prouvent bien qu'on était passé derrière la dépression le 9 au matin. Même en mer, avec des vents de nord-ouest assez forts comme ça, en général, on n'a pas de brume ici sur l'archipel. En fait, le temps peut changer très vite. Entre 7h et midi, il y a pu y avoir une nappe de brouillard pendant 2 heures, ou même pendant 3 heures, ou simplement pendant 1 heure. Ça, on l'ignore complètement. Au printemps suivant, on note à 2 reprises la découverte d'épaves d'avions, d'assemblages, de tringles en bois, etc. Ce qui est pareil étonnant, c'est que le gouverneur de l'époque a décidé de confier ces épaves aux États-Unis pour analyse. Donc on ne sait absolument pas ce que sont devenus les résultats de l'enquête. Il faut voir aussi que l'actualité, ça n'était pas forcément la tentative de l'oiseau blanc, c'était plutôt le commerce des spiritueux entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les États-Unis. Plaque tournante d'un vaste trafic de whisky canadien en pleine prohibition, les parages de l'île Saint-Pierre étaient fréquentés par la mafia. L'oiseau blanc aurait-il été abattu par un garde-côte américain, le prenant pour un avion de contrebandier? Mais ils voient cet avion qui va tourner autour d'eux, simplement pour indiquer qu'ils sont bien arrivés, parce qu'ils n'ont pas de radio au Nagesser-et-Colli. Et qu'est-ce que voient les Coast Guard? Un grand cœur tout noir avec une tête de mort, 2 tibias. Ils disent, ça c'est un pirate, il nous nargue. Ils envoient peut-être une salve. La Marine nationale, avec Bernard Decré, lance en 2009 une mission sur site. Il s'agit de quadriller systématiquement la zone où pêchait Monsieur le Chevalier, à la recherche du moteur, des réservoirs ou de l'hélice. On a commencé à fouiller tout ce grand triangle entre l'île aux Marins, l'Enfant perdu et puis Galanterie. Donc on fait des rails, c'est-à-dire des allers-retours de 1500 mètres environ, espacés de 100 mètres, et on ratisse. On ratisse avec le sonar qui va nous donner sur un écran ce qu'on voit dans le fond, comme une radio. Ensuite, il y a un Zodiac avec des plongeurs qui vont aller vérifier, qui vont descendre dans 30 mètres de fond, voir ce que c'est. Les campagnes de 2009 et de 2010 n'ont pas permis de localiser l'épave de l'appareil. Pourtant, tout récemment, Bernard Decré a trouvé dans les archives américaines un télégramme daté du mois d'août 1927 et indiquant qu'un garde-côte a repêché des débris d'ailes blanches qui pourraient appartenir à l'oiseau blanc. Les débris auraient dérivé à quelques centaines de kilomètres de New York. En 1925, alors que la tournée américaine de Nagesser s'essoufflait dans des villes de plus en plus petites, il apprit la mort de son père. De plus, à la demande de Consuelo, ils divorcèrent. Charles, dévasté, ne supportait plus son statut de saltimbanque médaillé. Alors il se perdit dans son grand projet, la traversée de l'Atlantique. Un jour de tempête près de Boston, le spectacle fut annulé. Des trombes d'eau s'abattaient sur le terrain. Nagesser poussa son avion hors du hangar et décolla, direction l'Atlantique Nord. Seul contre lui-même et les éléments déchaînés, il s'éloigna des côtes en rasant la crête des vagues sous des tornades de grêle. L'avion souffrait, mais résista. Charles fit demi-tour et retrouva miraculeusement le terrain. Il confia à Bello qui l'attendait sous la pluie. « Hier, je croyais. Maintenant, je sais. » He had to keep his reputation going. He had to keep doing things to stay in the limelight to make a living. I mean, that's the problem that any celebrity has. You can't rest on your laurels all the time. After a while, you've got to do something new, something new. And flying the Atlantic was the next thing he wanted to do to keep his name in front of the public. Nagesser et Colli ont-ils poursuivi leur route plein ouest, vers l'état du Maine, à la recherche d'un plan d'eau calme où se poser.
9 mai 1927, fin d'après-midi. Anson Berry, un homme qui pêchait au bord du Round Lake, fait le témoignage suivant. « J'ai entendu un avion approchant du nord-est. J'ai cherché à le voir, mais il y avait du brouillard et des nuages bas. » And he heard the engine start sputtering, like it was running out of gas. And then he heard a crash in the hills that rise to the west of the lake. And he told that to people in the village the next time he came down to buy food and supplies. But nobody took him seriously. They said that he was a loner, and he was very upset that his wife had died a few years earlier, and he might have been just making up stories for attention. So nobody took him seriously until the story was uncovered in 1968 by Gunnar Hansen. And Gunnar Hansen produced the story into the Yankee magazine. So we started conducting expeditions to Maine with volunteers to search the hills with metal detectors and visually to see if we could find any airplane wreckage or an engine in the woods. And we did that for 8 years and never found anything that we could identify as part of a plane. And we finally realized that all there was in Maine was stories. Now, people in Maine love stories, and they're very good at telling stories. And the stories always get better the more they're told. On a découvert en 1961 des débris d'avions sur une côte du Maine. Quand on pense aux endroits où ces débris ont été récupérés, dans la baie de Graf Kopf, il était possible, en conjuguant avec le plan de vol qu'on avait à notre disposition, on aurait pu croire que c'était quand même l'oiseau blanc. Oui, mais fallait-il encore, vous qui l'aviez construit cet avion, que vous retrouviez des pièces qui figuraient dans la mais après, des morceaux identifiés, il n'y avait aucun doute, c'était pas l'oiseau blanc. Charles était rentré à Paris, fin 26, pour chercher le financement d'un avion transatlantique. À son arrivée, il retrouva son ami de toujours, le journaliste Jacques Mortane. « Jacques, tu me connais. Eh bien, avant longtemps, j'entreprendrai une aventure qui émerveillera le monde entier. » Jacques lui répondit « J'ai compris, la traversée de l'Atlantique. » Charles ajouta avec un immense sourire « Peut-être. » Nagesser n'était pas le seul à se préparer. De l'autre côté de l'Atlantique, une dizaine d'équipages s'entraînaient. De nombreux crashs ponctuèrent cette période. Les avions, surchargés d'essence, ne parvenaient pas à s'envoler. Fonck s'écrasa au décollage. Les journalistes à sensation annonçaient « La course à la gloire et à la mort a commencé ». Charles Nagesser usa de ce qui lui restait de renommée pour aller frapper aux portes des constructeurs. Mais c'est à peine si on le recevait. Il avait pourtant préparé un dossier technique détaillé qui prouvait qu'il pouvait être le premier homme à relier Paris à New York, remportant du même coup les 25 000 $ du prix Orteig, auquel, mystérieusement, il ne se serait jamais inscrit. Charles Nagesser choisit un navigateur d'expérience, François Colly, qui avait réussi en 1919 la double traversée de la Méditerranée. Le couple mythique était formé. Ensemble, ils essuyèrent de nombreux refus, jusqu'à ce que Levasseur accepta de lancer la construction d'un avion, le PL-8. Ils sont venus nous dire, et c'est à ce moment-là que je les ai entendus, Monsieur Levasseur, nous avons regardé, nous avons le désir et l'intention de faire la tentative de traverser de l'Atlantique. Les appareils construits par votre société et étudiés par vous, qui nous paraissent les mieux adaptés pour ce genre de raid. L'avion fut terminé en mars 1927. C'était un biplace de 14,60 m d'envergure, équipé d'un moteur Lorraine Dietrich de 450 chevaux, un des plus puissants de l'époque. Sa coque marinisée lui permettait de se poser sur des eaux calmes. Nagesser a toujours refusé de décoller à pleine charge. Quitte à tout péter, autant s'en rendre compte le jour du départ. Mais si je décolle, je traverse l'Atlantique. Les essais ont duré 3 semaines. Le moteur fut mis au banc durant 50 heures. On testa la consommation d'huile et d'essence.
Sur le fuselage, Ningesser fit peindre son légendaire blason au cœur noir. Mais il fallait faire vite. À tout moment, un pilote concurrent pouvait décoller. Dans le courant du mois d'avril 1927, les catastrophes se succédèrent. Le capitaine Byrd se cracha au décollage. Chamberlain arracha son train d'atterrissage. Davis et Wooster se tuèrent lors d'un essai. Il est certain que ces avions emportaient des quantités de carburant invraisemblables et le poids maximum de l'avion n'était pas du tout respecté. Il décollait donc avec une surcharge importante, si bien que la phase de décollage était extrêmement délicate. Et non seulement le décollage, mais par la suite, la première heure de vol se passait à très basse altitude parce que l'avion étant tellement lourd, il n'avait pas la possibilité de s'élever. Colly traçait des routes et s'obligea à rester 50 heures sans dormir pour tester sa résistance. Le PL-8 que Ningesser avait baptisé l'Oiseau Blanc en souvenir du chef indien fut endommagé dans un incendie, mais les dégâts étaient mineurs. Charles et François décidèrent dès lors de dormir dans le hangar. Cela tombait bien, car Ningesser ne savait plus où loger. Charles se rendait souvent chez sa mère, évoquant les lettres que lui écrivait Consuelo, dont il était toujours très amoureux. François Colly restait en permanence en contact avec la météo nationale, dans l'attente des meilleures conditions pour le départ. Les deux aviateurs ont-ils cherché à battre le record de distance en ligne droite comme l'avait annoncé Colly en poussant jusqu'au Canada? Début juin 1927, le trappeur Rousseau revient d'une campagne de chasse dans la ville de Chicoutimi. Et selon ce que Rousseau nous raconte, il dit que lui, le 9 mai au soir, il était dans sa cabane et il a entendu du bruit, un bruit d'avion qui semblait descendre, en tout cas. Et le bruit était très, très puissant à mesure qu'il progressait. Et il disait qu'il se souvenait très bien de la date parce que, même s'il ne sait pas lire ni écrire, comme il marquait ses pots, il savait que c'était nécessairement le lundi 9 mai. Parce que le 8 mai, il était toujours le dimanche, il ne travaillait jamais. It's very possible that maybe the plane might have crashed into Canada because Charles had a second route. Charles's plan was to fly the distance record. If they were having a problem with the aircraft, they were going to divert their route from New York to Montreal. Si les aviateurs Ningesser et Colly ont décidé de prolonger leur voyage jusqu'à l'extrême limite de leur essence, il y a des risques qu'ils soient tombés dans cette région ici. Ici, nous sommes tout près du lac qui s'appelle le Petit Lac, le lac des Pionniers. C'est un lac comme il y en a des milliers sur le territoire des Monts-Valin. Et c'est suffisamment long pour qu'un avion puisse se poser, de sorte qu'il y avait peut-être une chance de s'en sortir. La seule façon pour eux autres, c'était soit de rester au même endroit, de s'organiser un petit campement et de faire en sorte qu'ils puissent avertir avec des fusées de l'endroit où ils pouvaient tomber. Pour marcher dans la forêt, on peut faire peut-être 1 ou 2 kilomètres par jour, dépendant si on est dans quel état on est. Parce qu'après quelques semaines, inévitablement, on ne peut pas survivre en forêt à cause de l'hypothermie la nuit et puis à cause aussi des conditions de nourriture extrêmement limitées. Un soir de juin 1927, quelques pêcheurs de Chicoutimi qui campent sur le bord d'un petit lac aperçoivent tout à coup des fusées éclairantes. Ces signaux ne peuvent provenir d'aucun endroit habité. Les lueurs ont été vues distinctement pendant plusieurs jours. Après un câble envoyé au Bourget, un journaliste de Saguenay Post confirme que Colly avait bien emporté des fusées de détresse. Puis les semaines qui ont suivi, à plusieurs occasions, on a vu des fusées éclairantes dans le ciel qui faisaient en sorte que on pouvait imaginer que des gens soient tombés ou soient, comme on dit, cherchent à donner des signes. Et à partir de là, on a envoyé justement des avions pour parcourir le territoire et distribuer justement une carte avec à l'endos des indications pour les deux pilotes, Ningesser et Colly. 35 000 tracts sont lancés au-dessus des forêts du Saguenay, demandant aux deux aviateurs français d'allumer un feu le lendemain soir, 2 heures après le coucher du soleil. Le lendemain de cette lancée de documents d'information, il y a eu un feu qui a duré à peu près 5 ou 6 minutes. Donc, est-ce que c'était
significatif? Est-ce que c'était une indication ultime comme de quoi qu'il y avait encore de la vie et qu'on avait peut-être trouvé des navigateurs? On ne le saura jamais, évidemment. À la suite de ces lueurs dans la nuit, une expédition est lancée au cœur de la forêt canadienne, sans résultat. En 1932, on a trouvé sur le bord de la rivière Péribonka une bouteille avec dedans un petit message signé Nungesser et Collie disant « Nous sommes tombés au nord de la région et puis un blessé et puis avoir besoin de secours. » C'était signé Nungesser et Collie. Ce message, comme plusieurs autres retrouvés des deux côtés de l'Atlantique, soi-disant écrit par les aviateurs disparus, est probablement un canular. 7 mai 1927, veille du départ. Nungesser et Collie convoyèrent l'Oiseau Blanc de Ville-la-Coublée au Bourget, dont la piste était plus longue. La météo assurait enfin les deux aviateurs de conditions exceptionnellement favorables. Et les rumeurs arrivaient de New York. Charles Lindbergh était prêt à décoller. Qui serait le premier? Mais l'Oiseau Blanc était-il prêt? En effet, on a dit que l'avion n'était pas prêt, mais il faut savoir que dans le projet de tous ces raids, les avions ne sont finalement jamais vraiment prêts. Il y a toujours quelque chose. Au dernier moment, on dit, tiens, on pourrait améliorer ceci, on pourrait faire cela. Et finalement, il y a un moment où l'équipage est un petit peu excédé de tout ce temps d'attente et qui décide de partir. La phrase de Nungesser de dire « si je fais ça en sens inverse, j'ai l'impression de revenir chez moi », c'est de la boutade comme son habitude. Mais c'était quand même plus pratique pour lui de partir de France, où il avait ses mécanos, son infrastructure, etc. Donc des préparations un peu plus faciles en France. Mais l'inconvénient, c'est qu'un temps de vol beaucoup plus long et beaucoup plus d'incertitudes sur la météo. Le samedi soir, Charles alla dîner chez sa mère et lui mentit, lui annonçant que, loin de décoller pour l'Amérique, il restera près d'elle pour assister à son repas d'anniversaire, le 30. Nungesser retrouva Collie au Bourget. Les visiteurs arrivaient de plus en plus nombreux. Les tenues de soirée côtoyaient les bleus des mécanos. À 2h35, Collie consulta une dernière fois la météo. On peut y aller. Nungesser se contenta de sourire. J'étais en train de faire le plein d'essence et quand Nungesser est arrivé vers 8h, au moment où nous allions dîner, il m'a donné l'ordre de préparer l'appareil pour le petit jour du lendemain matin, que les pleins soient terminés. Et la météo était comment? Et là, il faisait un temps épouvantable, il y avait des éclairs dans tout le ciel et un crachin qui tombait. Alors je lui ai demandé s'il n'était pas fou de partir parce que de ce temps-là, c'était vraiment risqué. Si la météo annonce un temps bouché sur le Bourget, sur la Manche, même sur le sud de l'Angleterre, et que l'Atlantique soit débouché, soit clair, on n'a pas hésité, on part tout de même. Connaissant Charles Nungesser, il n'avait peur de rien. Il a entraîné son collègue Collie dans une aventure un peu plus risquée parce que justement il fallait le faire, il fallait être les premiers, il fallait passer avant les Américains. La guerre aérienne franco-américaine était déjà née, Airbus, Boeing, c'était déjà l'époque. Eh bien, il fallait y aller et on a pris des risques, beaucoup trop de risques. L'Oiseau Blanc is the most historically important lost aircraft in history. If Nungesser and Collie had arrived in New York, as everyone expected them to, including Charles Lindbergh would not have flown the Atlantic. And all the things that happened in the United States that were inspired by Lindbergh's flight would not have happened. They might have happened in France. If you had been a publicity agent for Charles Lindbergh, you couldn't have asked for something better than to have the two famous French flyers disappear mysteriously just before the lone American boy makes it. Nungesser and Collie are the forgotten ingredient in the hysteria that greeted Lindbergh when he arrived in Paris. Alors, sur la disparition de Nungesser, on a dit tout et n'importe quoi. Évidemment, quand on ne sait pas, chacun essaye d'inventer sa propre histoire la plus belle possible. On l'a vu pour des tas de disparitions, pour des tas d'aventures. Nungesser, ça continue d'alimenter les fantasmes sur cette disparition. Et puis, moins de 40 ans après, il y a cet oiseau blanc au-dessus. Il mettait moins de 3 heures en supersonique pour faire l'Atlantique. En tous les cas, Nungesser et Collie ont ouvert la voie dans cette découverte. Et les Christophe Colomb de l'aviation, c'est un petit peu ça. Samedi 8 mai, 3 heures du matin, le Bourget. On effectue les derniers essais moteurs.
Une torpédo dépose les 2 hommes au pied de l'avion. De mauvaises langues chuchotent que c'est un suicide. Charles cherche dans la foule le visage de Consuelo qu'il ne trouve pas. Levasseur, entouré de ses collaborateurs, s'applique à maîtriser ses nerfs. Charles étreint Weiss, le compagnon d'Amérique. Colly range son monocle et monte à bord. On enlève les cales de l'avion. Ningesser réduit les gaz et d'une voix forte lance « Au revoir ». Il est 5h17. En quittant la terre de France, ils sont entrés dans la légende. On n'a jamais revu les 2 aviateurs, mais leur avion fantôme continue à hanter les vagues de l'océan. Même si nul ne sait où se trouve l'épave du Levasseur, on peut affirmer que Ningesser et Colly ont réussi leur traversée de l'Atlantique en avion dans le sens Europe-Amérique. Sur le paquebot qui la ramène aux États-Unis, Consuelo écrivit à la mère de Charles. « C'est formidable de voir cette mer et ce ciel, et de penser que c'est notre Charles qui a été le premier à franchir cet espace sur son bel oiseau blanc. Je suis triste à l'idée d'arriver à New York, là où je m'imaginais qu'il allait atterrir. »